Welcome to the Extra Mile Podcast. Un podcast bilingue qui vous permet d'approfondir vos idées, vos réflexions et même de nourrir vos connaissances. Every month, on a given subject, we provide access to that extra info you need. Soyez curieux et embarquez avec nous. Be ready to go the extra mile. Coucou tout le monde, je fais une petite apparition ici avant de vous laisser écouter l'épisode, simplement pour vous dire que cet épisode-ci sera un petit peu différent des précédents. Vous allez voir, c'est des extraits d'une conversation avec Manon Lacroix, une psychothérapeute que vous allez apprendre à connaître dans les prochaines minutes. Donc à certains moments, il y a des coupures, mais reste que l'épisode est super intéressant et très pertinent. Donc restez à l'écoute, on espère vraiment que vous allez aimer ça. Et sur ce, bon épisode! Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du Extra Mile Podcast. On est encore une fois très contente de vous retrouver. On dirait qu'on dit ça à chaque début d'épisode, mais c'est vrai, on est toujours fébrile. Écoutez, aujourd'hui, on a une invitée qui va être très, très, très importante, j'ai envie de dire. Elle va nous permettre de compléter le dernier épisode. Donc, en fait, si vous n'avez pas écouté le dernier épisode, qui est la partie 1, c'est Table ronde, vivre avec un trouble anxieux, pardon. On avait deux invités, Sophia et Marie-Chantal, qui sont venus témoigner de leur trouble anxieux, nous expliquer un peu comment c'est de vivre avec ça au quotidien. Et maintenant, on est dans la partie 2. On veut apporter un volet clinique à cette discussion-là. Donc, on est avec Manon Lacroix, qui est une psychothérapeute. Bien évidemment, je vais la laisser s'introduire parce que je crois qu'elle va beaucoup mieux faire ça que moi. Mais sachez que Manon est vraiment outillée pour venir nous parler de ça. Elle a un bagage à travailler dans les milieux, les services correctionnels. Donc, c'est vraiment intéressant son background. Puis j'ai vraiment tout de suite envie de dire, Manon, veux-tu te présenter, nous expliquer un peu ça? Puis n'hésite pas à mentionner ce que tu nous avais dit durant le briefing. C'était vraiment pertinent. Côté militaire, service Ouais. correctionnel, les cours que tu as donnés, ce que tu as bâti, on veut te connaître. Bonjour tout le monde, mon nom est Manon Lacroix. Oui, effectivement, j'ai travaillé longtemps auprès de la clientèle carcérale où j'ai pu créer des ateliers principalement là, pour l'anxiété et la dépression, pour des trucs, des moyens de faire, mais c'est quoi l'anxiété, c'est quoi la dépression, c'est quoi le stress? Être capable de distinguer ces concepts-là et aussi, lorsqu'on est aux prises avec cette problématique-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a des solutions? Bien sûr qu'il y en a. Il y a des solutions qui peuvent être d'ordre psychologique, c'est-à-dire on travaille le discours intérieur. Il y a d'autres solutions en termes ou en parallèle avec ce qu'on appelle la pharmacothérapie. Mm-hmm. J'ai travaillé également et je travaille toujours avec une clientèle de personnes qui sont des vétérans, des vétéranes, des vétérans, donc qui ont été en mission et qui ont malheureusement présentent un stress post-traumatique, donc un trouble de stress post-traumatique. Donc, effectivement, il y a de la dépression, il y a de l'anxiété, il y a de l'hyperagitation, il y a de l'évitement et il y a d'autres symptômes là, qui en découlent. Wow. Donc, j'ai une grosse clientèle, mis à part ça, tout ce qui est avec l'IVAC aussi, indemnisation des victimes d'actes criminels, beaucoup de femmes qui ont été violentées sexuellement ou même sur le plan conjugal, amoureusement, toxique. Et puis, du côté de la CNESST, même chose, des gens qui, en plein travail, ont vécu des stress importants. Qui assistent ou qui ont été témoins de scènes d'accidents graves, eux-mêmes aussi, dans certains cas. Je me rappelle aussi, lors du briefing, tu nous as parlé d'un centre auquel tu travailles actuellement aussi, dans lequel il y a des ateliers, il y a un suivi aussi pour la clientèle qui vivrait des troubles anxieux, le centre TV, quelque chose comme ça. TVDESS. OK, tu veux dire, OK, oui, en fait, c'est un organisme communautaire qui a une portée provinciale, donc au Québec, qui est situé à la Chine. C'est un arrondissement de la ville de Montréal. Et c'est le Centre Option Prévention TVDS, je sais que c'est long, qui veut dire toxicomanie, violence, délinquance et suicide. Parce que dans certains cas, oui, effectivement, la santé mentale, quand c'est mal adressé ou c'est pas traité, ben ça peut découler ou ça peut amener jusqu'au suicide dans certains cas. Ça va être intéressant de faire justement le lien avec l'épisode où on a reçu Sophia et Marie-Chantal parce qu'elles nous parlaient de prise en charge. Dans le cas de une, c'était de vraiment là, avoir des symptômes d'anxiété qui se sont manifestés très tôt, qui ont été diagnostiqués quand même assez tôt également. Puis pour une autre, des symptômes qui étaient là, subtils, puis qui finalement ont été diagnostiqués au courant de la pandémie. Là, pour ceux qui auront écouté, sinon je vous invite à aller voir l'épisode. Si on commençait par exemple, Marie-Philippe, qu'est-ce que tu en penses par une définition?
Oui, ben c'est ça. On a beaucoup parlé de ça durant l'épisode, là, la différence entre le stress, l'anxiété, puis qu'il y a comme une incompréhension, je dirais, là, dans le public général de c'est quoi la différence, c'est quoi la nuance. Oui. Donc, pour commencer cet épisode-là, Manon, voudrais-tu nous définir en tes mots, mais quand même dans des termes cliniques, c'est quoi le trouble d'anxiété? C'est quoi de l'anxiété versus le stress? En fait, le stress, c'est une réponse de l'organisme devant une menace. C'est physiologique, Mhm. c'est-à-dire nous sommes, le cerveau est construit de façon à assurer notre survie puis la reproduction de l'espèce. Or, devant un danger quelconque, le corps se mobilise pour être capable de faire face au danger, Mhm. soit en fuyant dans certains cas, ou soit en fonçant, ou dans certains cas aussi, on va parler de figer. Hein. Il y a certaines personnes qui disent, oui, ben moi, là, je suis un faible, je suis pas fort, j'ai figé. En fait, ça n'a rien à voir avec le caractère de la personne ni la personnalité. C'est vraiment physiologique. C'est que l'expérience n'a pas été, n'a jamais été vécue, par exemple. Mm. Et le cerveau va chercher dans son programme cette donnée-là. Mais comme Oui. il l'a pas, il faut figer pour aller la chercher, cette donnée-là. En fait, le stress, c'est vraiment physiologique. Le stress appartient au corps, ce que l'anxiété appartient, je dirais, à la tête, à l'esprit, dans OK. le sens où une personne, c'est émotionnel. L'anxiété, c'est une émotion qui découle d'idées, de pensées, de croyances qui, bien souvent, dans, je dirais 98%, je n'ai pas de statistiques comme telles, Oui. qui ne sont pas vraies. C'est pas Mhm. vrai. Mais la personne s'imagine, va percevoir un danger, une menace, et devant le danger, devant la menace, elle ne sait pas quoi faire. Hmm. Donc, et bien sûr, il va y avoir ce qu'on appelle les hormones de stress. Le corps doit protéger, c'est Se sa job. mobiliser. Mhm. Donc, Ouais. il va envoyer, moi j'avais ça, il va envoyer ses soldats, c'est-à-dire ses hormones de stress pour que devant la menace, tu sois prête à foncer ou à fuir. Mais je trouve ça super intéressant, puis j'ai envie de ramener ça à l'épisode des filles, encore une fois, où est-ce qu'elles nous ont parlé de thérapie, de stratégie, en fait. On a Sophia qui nous avait dit, trouve-toi un exutoire pour l'anxiété, que ce soit à travers l'écriture, que ce soit à travers tout autre moyen qui est sain. Mais tantôt, tu as dit, le cerveau, lui, fait pas la différence entre ce qui est rationnel et ce qui l'est pas. Lui, ce que tu vas lui dire, il va l'assimiler, puis si tu lui dis qu'il y a un danger, ben là, il va interpréter un danger, les hormones de stress vont commencer à se sécréter, tout ça. Là, je trouve ça intéressant, puis j'aimerais savoir si toi, c'est quelque chose dont tu parles avec ta clientèle, ou plutôt, je devrais dire tes patients. Est-ce que c'est déjà arrivé aussi que tu leur mentionnes l'idée de truquer tes pensées? Des fois, on entend ça. Fais-toi penser le contraire. Affirme que tout va bien, puis ton cerveau va finir par le croire. Ouais, puis Ça, j'aurais un même peu. envie de savoir, est-ce que ça fonctionne de faire ça au quotidien, Ouais. surtout pour l'anxiété? Pour faire des affirmations positives, au départ, ça ne fonctionnera pas. OK. Parce que si la personne croit que c'est pas vrai, euh, ça marchera pas. Elle est Non, beau c'est se ça. répéter, je suis capable, il n'y a pas de danger, sauf Ouais. qu'elle ne le croit pas vraiment. Donc, il faut vraiment, dans un premier temps, travailler son discours intérieur. Aller voir, euh, et il est où le danger? Quelles sont les probabilités que ça se passe? Et devant cette probabilité-là, si ça se passait, qu'est-ce qui se Mhm. passerait OK, qui donc tu serait vas si vraiment dans grave? le concret, si je comprends bien. Donc, si tu as un client qui vient devant toi ou un patient, plutôt, je devrais dire, Ah, c'est tu un les aides client. à ouais, tu les aides à déconstruire de manière, j'ai envie de dire, Oui. logique, leurs Ben, pensées. ici, là, on parle ici de thérapie cognitivo-comportementale. OK. C'est de restructurer. En fait, c'est de partir de la pensée de la personne et d'aller voir ce à quoi elle pense. Est-ce vrai ou faux? La personne qui part de son travail pour se rendre à la maison, elle a l'intention de se rendre à la maison. On se dit pas, oh, tout à coup que je me rendrai pas. On pense pas comme ça. On pense qu'on va se rendre de la même manière que quand on s'assoit sur une chaise de quatre pattes, ben, on pense qu'elle va résister à notre poids. On se mettra pas à penser, et elle va-tu tomber, cette chaise-là, va-tu péter, elle va-tu casser? Non. Donc, on a déjà des croyances qui sont automatiques ou des pensées automatiques. La personne, moi, c'est de modifier son discours,
c'est-à-dire prendre sa pensée et d'aller voir jusqu'où elle est vraie. Et si elle n'est pas vraie, et c'est pratiquement tout le temps pas vrai, sauf que la personne le pense vrai, on va réajuster la pensée pour qu'elle corresponde à la réalité. C'est-à-dire, on ajuste le discours pour que ça soit vrai. Donc là, après, on peut faire de la répétition de phrases ou d'affirmations. Et ça devient intéressant. Une des deux disait qu'elle avait mal au ventre. Ben oui, parce que ça a des effets physiologiques aussi, physiques. Il ne faut pas oublier que ici, là, où ce qui est le ventre, hein, OK, c'est la zone des émotions. Hein? Donc, ça, c'est bien important. C'est pas pour rien que les gens ont mal au ventre, parce que l'émotion, c'est la peur, c'est l'anxiété. L'anxiété, la peur. L'anxiété, c'est une coche de plus que la peur, parce que c'est rempli de menaces. Si c'est rempli de menaces, le corps, lui, il doit se défendre, donc il envoie les hormones de stress. C'est pour ça que des gens, ça peut basculer vers la dépression. Les gens, on parlait de symptômes, des symptômes anxio-dépressifs, OK? Oui, pourquoi? Parce que l'anxiété, en fait, le stress, sur une longue période de temps, où la personne détecte des menaces, même si ça n'est pas elle pour elle, ça l'est, elle va être exposée à des maladies. Elle peut vivre des maladies. Elle peut rencontrer soit le cholestérol, le diabète de type 2, elle peut être faire de l'embonpoint, mais surtout aussi la dépression. Parce que les hormones de stress, dont une en particulier, qui est le cortisol, va avoir un impact sur nos drogues internes aussi, dont la dopamine, la sérotonine et la noradrénaline. Ce sont des substances. Mais on parlait de l'intestin. Ben, c'est intéressant parce que l'intestin, si on parle de l'anxiété, bien souvent, lorsque c'est un trouble d'anxiété, on va déterminer qu'il est possible, en fait, fort possible, qu'il y ait un déficit en sérotonine. La sérotonine, c'est l'hormone ou c'est un neurotransmetteur qui est responsable de l'humeur. Et l'humeur, ben, c'est pas de dire « Ah, je suis de bonne humeur un matin » ou « Je suis de mauvaise humeur ». Ça n'a rien à voir. L'humeur, c'est la dépression, c'est la tristesse, c'est l'anxiété, c'est la joie de vivre aussi. Hein. Il y en a qui sont tout le temps pimpants. Bon, ben, ils sont codés génétiquement différemment, tout simplement. Il y a des vulnérabilités biochimiques, des gens qui vivent des expériences qui ont nécessité une question de vie ou de mort, vont être exposés, ils vont percevoir encore plus de menaces par la suite, ils vont être hyper vigilants. Il peut y avoir une baisse de sérotonine. Les intestins, pardon, à 80-90% fabriquent la sérotonine. Donc, c'est pas pour rien que si qu'on parle des intestins, qu'on ait mal au ventre, parce que c'est ce neurotransmetteur-là qui est responsable des humeurs, qui s'est fabriqué par les intestins. Et j'irais même jusqu'à dire, faire attention à qu'est-ce qu'on mange. Oui, tellement le microbiote, là, sérieusement, il y a tellement d'études là-dessus, puis ça va être un autre sujet à venir aussi, peut-être même dans la saison 2. Ça a un impact. Les gens sont portés à manger du sucre, parce que devant la menace, qu'est-ce qui amène vite l'énergie? Ben, c'est le sucre. Donc, les gens engraissent aussi, dont le diabète type 2, bon, tout ça en découle. Manon, j'ai envie de faire un retour sur quelque chose que tu viens de dire. Certaines personnes sont codées génétiquement différemment. Écoute, on a eu Sophia qui nous a fait mention que dès un très jeune âge, elle avait des symptômes de l'anxiété, comme on vient de le dire, là, des maux de ventre, des trucs comme ça. Tandis de l'autre côté, on a Marie-Chantal qui, oui, avait des petites manifestations ici et là, mais elle, c'est vraiment à l'âge adulte qu'elle a frappé un mur puis que soudainement, elle a réalisé qu'elle avait un trouble anxieux. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte qu'une personne peut développer un trouble anxieux très, très jeune versus quelqu'un qui va surtout développer de l'anxiété à l'âge adulte? C'est l'explication, en fait, c'est multifactoriel. Mais il y a des gens qui, à peu près, je vous dirais, selon les études, peut-être 30%, où il y a une variable biogénétique qui rentre en ligne de compte. La jeune dame là, qui vivait ça à un âge précoce, c'est qu'elle avait, si je me trompe pas, si c'est elle, des parents qui étaient très exigeants
et où elle devait performer. Mhm. Donc, en tant qu'enfant, si tu as, tu sais, le discours n'est pas tout à fait celui d'un adulte, on se comprend, mais c'est une menace pour un enfant de ne pas réussir telle ou telle Ouais. chose ou de ne pas être à la hauteur parce que ça va être une question, on m'aimera plus. Mm. Tu sais, c'est la peur de décevoir, la peur de ne pas être aimé, la peur, en bout de ligne, c'est ça. Ce qui fait que la personne va par elle-même se mettre beaucoup de stress sur ses épaules, va mettre la barre haute et c'est ce qu'on appelle de l'anxiété de performance. Donc, Ouais. il faut que, hein, dès l'instant dans notre discours où on dit il faut que, ben, sois assuré que il y a une menace qui s'en vient, là. Il faut que je réussisse. OK? Beaucoup de Pourquoi? pression. Ben, pourquoi faut-il que tu réussisses? Ben, parce que plus tard, je veux aller à l'université. OK? Et qu'est-ce qui arrive si tu n'allais pas à l'université? Ah, mais ce serait grave. Jusqu'à quel point ce serait grave? Qu'est-ce qui arriverait si tu D'éplucher n'y allais l'oignon. pas? Ça Et Pardon? m'amène moi, je me reconnais là, dans ce que Manon dit. Je m'excuse, mais je suis Mm. là, genre, Mais C'est j'ai qu'on des veut j'allais exemples. dire, répondre aux exigences des autres, aux attentes des autres. On est c'est dans une société où on doit performer, où la compétition est très forte. Donc, et le regard des autres, qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est quand même assez imposant pour bien du monde. Donc, c'est dire, je vais faire ma petite affaire, là, puis je me fous des autres. C'est assez rare, les gens pensent Très comme dur. ça, parce que c'est pas comme ça qu'ils ont été éduqués. Mais pour Hein? revenir à Sophia, ce qu'on disait, parce qu'on reprend son exemple à elle, où c'est vraiment plus jeune que ça s'est manifesté en raison d'un stress de performance, en raison d'une exigence de devoir plaire. Puis tantôt, ce que tu as dit, j'ai l'impression que c'est un peu comme d'éplucher l'oignon avec la personne en lui posant différentes couches de questions pour arriver finalement au fondement de cette peur-là, là, qui n'est peut-être pas rationnelle. Mais aussi, Sophia, ce qu'elle disait, c'est qu'elle avait tendance parfois à justement utiliser peut-être les refus de certaines personnes de la voir ou de l'aider ou de l'accompagner comme étant justement une façon concrète de dire, ben, j'ai raison de croire comme ça. Donc, j'ai l'impression que ça s'est même renforcé avec le temps, à l'adolescence, même à Ben, l'âge son adulte. refus de voir, c'est d'admettre en quelque part que tu n'es pas aussi performante que tu le pensais. Tu l'es parce que tu réponds à des standards, mais en même temps, en avouant sa vulnérabilité, elle est en train de dire, ben, je performe pas si je l'avoue, là. Hmm. Je sais pas si vous comprenez. Ouais, ouais. C'est comme une justification de ses propres croyances. Ben, il y a beaucoup de déni aussi, hein. Ouais. C'est un mécanisme de défense. Tout va bien parce que si la personne a réussi malgré tout, hein, c'est souvent le cas, réussit à l'école, réussit, elle est très aimée, elle est très appréciée, elle a des petits amis, tout est beau, tout est correct. Elle ne voit pas le problème. Puis la peur aussi de la médication chez certaines personnes parce qu'on ne connaît pas ça et on a peur, puis ça a la mauvaise presse. Ouais. Sauf que Ben s'il y a, Marie-Chantal en avait parlé, elle avait dit, elle est allée lire les symptômes que ça pouvait amener, oui, là, la médication qui lui avait été donnée, puis ça a complètement, ça l'a fait Elle voulait figer, pas j'ai envie de dire. Là. l'utiliser, là, Non, non, oui, c'est c'est ça. ça. les compagnies pharmaceutiques sont obligées de les mettre. Mais ça ne veut pas dire que tu vas avoir un de ceux-là où tu vas. C'est impossible que tu aies tout ça. Si une personne a eu des idées suicidaires, euh, je serais très surprise de voir que ce serait le médicament comme tel. C'est qu'il y avait déjà un terrain propice à vivre des épisodes ou des idéations suicidaires. Et le médicament a coïncidé au moment où la personne a Exacerbé. le pris. Elle avait déjà des idées Oui. suicidaires où ça commençait, puis ça s'est amplifié parce que le médicament, il faut qu'il corresponde avec, c'est une molécule, il doit correspondre avec Oui. ton corps aussi. Mhm. Donc, ça se peut que ton corps, pour X raison, ben, ça fonctionne pas. Là, la personne va descendre de plus en plus bas, va attribuer au médicament le fait qu'elle a des idées suicidaires. Mhm. Non, pas nécessairement. Un médicament, c'est un antidépresseur là, au niveau du recapteur de sérotonine, cause pas ça, là. C'est que il y a déjà une C'est les fragilité. antécédents, dans le fond. Oui, il y a plein de facteurs qui expliquent ça, mais il y a déjà une fragilité neuronale, c'est-à-dire de la cellule qui va faire, ou sérotoninergique, qui va faire que la personne peut avoir des pensées
des Wow. idéations suicidaires. Au-delà du médicament, là, il y a des gens qui ont été médicamentés puis qui ont fait des tentatives de suicide. Ouais. Il y a des gens qui ont été médicamentés puis qui s'en sont sortis. OK? Mhm. Donc, si ça devait créer des effets secondaires à ce point-là, ben, le médicament, il ne sortirait pas, là. On a parlé de médicaments, là, j'entends un peu des discours qui peuvent être épeurants pour certaines personnes qui présentent peut-être des symptômes liés à l'anxiété ou qui en font, puis qui ont peut-être peur de soit poursuivre avec leur médication ou d'aller en chercher. Selon toi, à quel moment est-ce qu'il est suggéré pour une personne d'être accompagnée, d'avoir comme béquille la médication, puis à quel moment peut-être aussi l'arrêter? En fait, c'est pas une béquille. Si quelqu'un Non? fait du diabète puis il se pique à l'insuline, est-ce qu'on va dire, ben là, jusqu'à quel point il faut que tu prennes ta béquille? C'est OK. Mais c'est nécessaire. c'est bon que tu nous corriges parce qu'on l'avait dit dans l'épisode 1, on tient à le mentionner qu'Elsa et moi, on veut se faire corriger parce qu'on n'est clairement pas des expertes. Puis Pas des délicat, fois, c'est... c'est ça, c'est des mots Non, comme non, ça c'est qu'on va correct. utiliser au Mais non, mais quotidien. on pense ça. C'est que ça a la mauvaise presse. Santé mentale, on commence à en parler de plus en plus, là. Oui. C'est la santé psychologique. Je pense que la dépression est rendue la deuxième maladie, après les maladies du cœur, la plus répandue dans le monde. Wow. C'est pas rien, là. Donc, c'est le stress qui va amener l'anxiété, mais surtout le stress à la base. Tout le temps avoir des menaces qui va amener vers la dépression. Et comme on est dans une société de performance, m'excuse, mais oui, les gens sont stressés, puis oui, les gens sont médicamentés. Ouais. S'il y a un déficit sérotoninergique, OK, la médication en termes d'antidépresseurs, ben, pour moi, c'est indispensable. OK. OK? C'est indispensable parce que OK. c'est une carence. Il y a une carence. On le voit avec les personnes qui souffrent d'anorexie, on le voit avec des personnes qui sont en dépression. Il y a toute une tempête biochimique ou chimique ou neurochimique qui se passe dans le corps. Chez les adolescents, là, c'est pas surprenant qu'il y en a qui font beaucoup d'anxiété, de stress et de dépression. Pourquoi? Parce que on grandit, on s'en va vers le monde adulte. Et grandir, ça demande beaucoup d'énergie. Là. Quand tu sais, dans un été, si tu as pris 4-5 pouces, ça demande énormément d'énergie. Les Mais je jeunes sont trouve souvent ça fatigués. tellement le fun de t'avoir avec nous sur l'épisode aujourd'hui, parce que c'est exactement ça que je veux qu'on C'est démystifie. Les démystifié. tabous, la mauvaise presse, on est Ouais. là-dedans, puis les gens ont envie d'entendre ça. Les auditeurs qui en font d'anxiété en ce moment sont souvent en train de dire « Merci Manon, là, les gens vont être éduqués par rapport à ça. » Le problème, là, par exemple, puis je ne dis pas que c'est mal, mais lorsqu'on prend des médicaments, faut en parler aussi au pharmacien parce que Oui. lui, il connaît ça. OK? Mhm. C'est sa job. Le médecin, lui, sa job, c'est de traiter, entre guillemets, le cas. Si tu vois un psychiatre, il est plus spécialisé en santé mentale, évidemment. Il connaît la médication, il a étudié, mais jamais comme un pharmacien. OK? Mhm. Donc, un antidépresseur va être utile. Si tu as une réponse favorable, c'est que la molécule de l'antidépresseur, ton cœur, ben, ça va bien. Il n'y a aucun psychiatre au monde qui peut te dire, regarde, tu vas prendre ça puis tu vas guérir. On ne connaît pas la chimie de personne. C'est du OK? essai-erreur. Oui. Donc, ça peut faire effet assez rapidement, comme ça peut prendre plus de temps, mais tu vas en arriver à. Mais si on donne, par exemple, à quelqu'un qui est vraiment anxieux que des tranquillisants mineurs, c'est-à-dire bon, des marques connues, Rivotril, Activant. Ativan, ça, là, ça va occasionner, en fait, ce qu'on appelle l'anxiété de rebond. Dans OK. pas grand temps, tu vas être obligé, premièrement, il y a une tolérance. Tu vas être obligé d'augmenter les doses pour avoir les mêmes effets. Et justement, l'effet secondaire, c'est d'avoir de l'anxiété et de Wow. causer de la dépression. Oui. Mhm. Donc, il ne Mais faut pas que tu prennes ça j'ai longtemps. envie de te demander, Manon, pourquoi on prescrit ça alors si ça peut exacerber On le les prescrit symptômes de de moins, base? on va aider une personne, si c'est en dépression. Vous savez que la sérotonine régule aussi le sommeil. Tu Ouais. dors ou tu dors pas? Tu as faim ou tu n'as pas faim? Tu es triste ou tu pètes le feu? OK? C'est ça, la Hey, sérotonine. ça en fait des choses. Oui, C'est tellement complexe, le corps humain, c'est mais fascinant. ça l'influence aussi la dopamine, qui est la joie de vivre, la motivation, et la Wow. noradrénaline, c'est l'énergie. Donc, s'il y a une tempête qui se passe dans le cœur d'une personne, ben, elle se ramasse un matin avec, elle n'a pas de fun dans la vie, elle pleure sur le vrai temps, puis deuxièmement, juste prendre sa douche à la fin du monde. Et Wow. c'est vrai.
Ce n'est pas entre ses deux oreilles, c'est chimique. Vraiment. Toute dépression, elle est chimique. L'anxiété, c'est chimique. Quelqu'un demain matin se Ouais. réveille, se dit là, je suis plus capable, j'ai ces symptômes-là, X, Y, Z, psychologiques, physiologiques, je pense que j'ai un trouble anxieux, qu'est-ce que je fais? Ben, si tu penses que tu as un trouble anxieux, première chose, si tu as un médecin de famille, tu vas le consulter. Tu n'as OK. pas le choix. Si tu n'en as pas, ça devient plus compliqué, mais tu peux toujours te présenter à une clinique d'urgence sans rendez-vous. OK. Mais ça prend un rendez-vous pareil, OK? C'est un drôle de nom, mais en tout cas. Donc, ou à l'urgence à l'hôpital. Si la personne, ça devient comme intenable, elle n'est plus capable de fonctionner, Comme parce que Marie-Chantal. tout le monde vit de l'anxiété. Tout le monde vit du stress. Tout le monde vit de l'anxiété. Mais quand ça déborde, c'est-à-dire que tu as de la difficulté à te rendre au travail, tu as de la difficulté à tenir des relations, tu as de la difficulté à te concentrer et que ça empiète sur le plan professionnel, sur le plan social, sur le plan personnel, c'est là il y a un problème, On OK? va consulter. Puis, ben oui, Ça, pour reprendre le filon, en fait, de ce qu'on déterminait, en fait, pour les astuces qu'on pourrait donner à une personne qui fait de l'anxiété, juste pour revenir tout à l'heure, tu nous as parlé d'aller vers un médecin de famille. Mais aussi, tu as parlé de vraiment pas se gêner à aller vers là, parce que c'est la première étape. ça on peut être un s'entend. psychologue aussi, Un t'appelles. psychologue, aller chercher de l'aide finalement professionnelle, puis ensuite de décortiquer, là encore une fois, là, tu nous as donné plein d'exemples, de revoir ses idées pour aller chercher finalement pourquoi est-ce qu'on a ces peurs-là. Tu avais un livre, je pense que tu voulais Oui, proposer, c'est ça. Marie-Philippe, Donc, hein? tout ce que Manon, tu viens de dire, ça me fait tellement penser à un livre. Moi, j'adore la lecture. Puis, il y a un livre que j'ai lu, ça s'appelle Rewire Your Brain de John B. Arden. Bon, c'est en anglais parce que je lis beaucoup en anglais. Je suis certaine, encore une fois, qu'on peut le trouver en français, mais ça parle tellement de ça, de apprendre à retravailler ses pensées, son schéma de pensée, puis vraiment Ouais. déconstruire ce genre de pensées-là qui peuvent être, ma foi, je veux dire, ça mène à rien finalement. Donc, Puis un bon livre, il y en a plusieurs, mais tout ce qui est rational therapy. La OK. thérapie par le rationnel, l'émotivo-rationnel, en est un exemple. Il y a un psychologue au Québec qui est décédé malheureusement, mais qui a été le père de la psychologie ici, qui s'appelait Lucien Auger. Oui. Puis son pendant aux États-Unis, c'était Albert Ellis, qui a fait beaucoup, beaucoup de livres, beaucoup d'ouvrages. C'est fantastique. Vous pouvez aller voir sur Internet Albert Ellis, ou lui, il a fait plus de livres que Lucien Auger. Lucien Auger au Québec, c'est un de ses livres, ben, en fait, le dernier qu'il a fait avant de mourir, ça a été Savoir vivre, faire soi-même sa thérapie. Wow. Parce que oui, on peut la faire nous-mêmes. D'ailleurs, la bonne nouvelle, la mauvaise nouvelle, des fois, les gens disent, moi, j'ai une bonne nouvelle pour toi, puis j'ai une mauvaise nouvelle. Ben, la bonne nouvelle, c'est que oui, je vais pouvoir t'aider. Ça veut dire contribuer à ton action. Et la mauvaise nouvelle, peut-être à tes yeux, mais qui est une bonne, ben, c'est toi le thérapeute. C'est quoi, Et j'ai envie, Manon, de terminer l'épisode avec ça, puis de dire que, honnêtement, tout le contenu qui a été partagé aujourd'hui, toutes les informations, il ne revient qu'à vous, si vous vivez de l'anxiété ou si vous connaissez un proche qui en vit, il ne revient qu'à l'individu, finalement, qui est pris dans cette situation-là, de décider d'effectuer un changement sur sa vie. Puis c'est à partir du moment où on décide de se mettre en action qu'on peut voir peut-être un vent de changement. Encore une fois, c'est un processus qui est long. Il faut apprendre justement à accepter ces émotions-là, à les vivre, à aller chercher l'aide. Il faut être vulnérable dans ces moments-là aussi. Puis de composer avec ça, c'est pas facile, mais d'avoir des professionnels comme Manon, justement, qui peuvent nous outiller ou encore de se référer à tout autre professionnel là, dans notre environnement, là, peut-être vraiment une belle stratégie de départ ou sinon de suite. Donc, merci à tous d'avoir été présents encore une fois pour un autre épisode. Merci Manon d'avoir été avec nous. il y avait bien des choses à dire, là. Ah, on n'en finirait plus, Mais hein? oui, ça continuerait pendant des heures, mais pour toutes les choses qui ont été mentionnées, Oui. et même plus, j'ai envie de dire, on va vous laisser ça dans la boîte à outils. Manon va aussi nous faire ses recommandations, donc n'hésitez pas à aller voir ça pour vous outiller. Merci beaucoup, Manon. Ben, merci beaucoup. Ça me fait plaisir.